Alors, bonsoir. Merci de vous avoir déplacé pour cette séance d'information sur le rôle d'évaluation municipale 2020-2022. J'aimerais vous présenter Marc Lépine, qui est évaluateur agréé et qui est à l'emploi de la firme Leroux, Baudry, Picard et Associés, qui ont un mandat de la part de la MRC pour faire les évaluations sur le territoire de Brome-Missisquoi. Il est assisté ce soir par Benoît Vallée, ici, qui est aussi évaluateur agréé. Alors, vous avez un ordre du jour en arrière et il va y avoir une période de questions et d'échanges. Donc, sans tarder, je vous passe le micro, M. Lépine. Bien, merci de m'accueillir ce soir. Donc, effectivement, je travaille pour une firme, Leroux, Baudry, Picard. Donc, je suis évaluateur agréé depuis une trentaine d'années. La MRC de Brome-Missisquoi me donne la tâche et les responsabilités de confectionner des rôles triennaux. Donc, de là ma présentation ce soir. C'est certain qu'à la MRC de Brome, tout à l'heure, je vais finir par ce volet-là. À la MRC de Brome, il y a une équipe qui est là permanente, donc des employés même de la MRC, qui est là pour, au quotidien, répondre à vos questions, vous rencontrer si vous venez au service d'évaluation même de la MRC de Brome. Ils sont là 5 jours semaine. Donc les sujets, c'est les suivants. C'est quoi une équilibration du rôle triennal? On est régi par des lois et des règlements. Après ça, on va tomber plus dans le concret. C'est quoi un dossier résidentiel? Bon, vous êtes des citoyens de Sutton, vous avez des propriétés. Donc, je vais vous montrer un exemple d'une propriété, de quelle façon c'est techniquement compilé. On travaille aussi avec des transactions. Je vais vous expliquer, je vais vous donner le nombre de transactions qu'on avait pour confectionner le rôle d'évaluation. Après ça, on travaille par secteur, donc le village, la campagne, naturellement, le canton. Dans le village, il y a des sous-marchés. Donc, je vais vous donner, je vais vous expliquer c'est quoi une unité de voisinage, puis vous allez voir graphiquement à quoi ça peut ressembler. Après ça, je vais vous parler des statistiques. Donc, suite au dépôt du nouveau rôle triennal, les augmentations de valeur sont de combien pour le résidentiel, puis les autres catégories d'immeubles, que ce soit commercial, terrain vacant, je vais vous donner des statistiques. Et le point 7, qui est la révision administrative. La loi permet de faire une demande de révision si le citoyen juge que sa propriété a été surévaluée ou encore sous-évaluée. Donc, il y a des procédures, des dates à respecter. Et je vais vous en faire part pour conclure ma présentation. Vous riez, mais il y a des gens qui demandent des fois d'avoir une augmentation plus haute parce que des fois, on fait des travaux, puis souvent, c'est parce que la maison est à vendre. Fait que c'est là qu'ils nous appellent pour nous dire que peut-être que leur maison est sous-évaluée. Donc, on est régi par la loi sur la fiscalité municipale. Et avec la loi, il y a des règlements aussi. Il y a une loi, puis il y a des règlements, et après ça, il y a des volumes. On travaille avec l'ensemble. Donc, on est vraiment régi de façon très serrée par le ministère des Affaires municipales. Et, entre autres, dans la loi, c'est l'article 44 qui oblige l'évaluateur de refaire un nouveau rôle d'évaluation à chaque 3 ans. Donc, la MRC Brome-Missisquoi a confectionné, naturellement avec mon aide, a confectionné le rôle triennal de Sutton, 2020, 2021, 2022, et également Denham. Donc, Denham également est synchronisé avec Sutton, qui est votre voisin immédiat. L'année prochaine, on fait Fredericksburg, on fait Brome, donc, c'est pas l'ensemble des municipalités qui sont confectionnées tous la même année. Donc, à chaque année, on a un certain nombre de propriétés à confectionner. Naturellement, c'est pour étaler la charge de travail.
Donc, on ne confectionne pas toutes les municipalités de la MRC Brome-Missisquoi la même année. Pourquoi qu'on refait les rôles aux 3 ans? Donc, le but de refaire les rôles aux 3 ans, c'est, naturellement, au cours de 3 ans, peut-être qu'il y a un marché qui a augmenté plus qu'un autre marché. Ça soit l'agricole par rapport au résidentiel, ça peut être le village par rapport au milieu plus rural. Donc, ça permet de refaire les évaluations en fonction d'une date de référence pour diminuer les écarts, pour faire en sorte que votre compte de taxe soit le plus équitable possible pour l'ensemble des citoyens de la ville de Sutton. Donc, et là, il y a tout un processus. C'est en petit, vous ne voyez peut-être pas bien, mais je voulais vous montrer que le ministère nous oblige à travailler d'une façon bien déterminée et on doit respecter ce cadre-là du ministère des Affaires municipales. Sinon, il peut refuser un nouveau rôle triennal. Donc, la première chose à faire, peut-être revenir au tableau. Donc, on ne passera pas au peigne fin, là, mais certain que la première étape, c'est un peu comme un docteur, c'est vérifier où est-ce que le patient est malade avant de l'opérer. Donc, on examine le rôle en vigueur. Qu'est-ce qui s'est détérioré depuis 3 ans? Comment que le marché, depuis 3 ans, a réagi? Puis, quel acte il faut que je fasse pour l'améliorer, déposer un nouveau rôle triennal qui est meilleur donc, déposer des valeurs en 2020 qui sont plus contemporaines qu'en 2019 pour s'assurer qu'on est plus équitable. Donc, l'examen du rôle en vigueur, on a des décisions à prendre. Et là, en évaluation municipale, en évaluation tout court, vous allez engager un évaluateur à faire une expertise pour la banque, la banque ou encore, je ne sais pas, pour une succession quelconque, des assurances. Donc, il y a 3 techniques. Il y a la méthode du coût, la méthode de comparaison et la méthode du revenu. La méthode du coût, bien, c'est combien que ça coûterait construire la maison. Et après ça, on a une table de dépréciation. La maison, elle a 10 ans. Un peu comme les comptables. En comptabilité, il y a un amortissement comptable, mais c'est un peu comme ça. On a une table de dépréciation. La maison coûterait 300 000 à reconstruire aujourd'hui. Elle a 10 ans. Là, on a une table de dépréciation, mettons, aux alentours de 1 % par année. Donc, on va dire, bon, elle coûterait 300 000 à construire aujourd'hui. Elle a 10 ans. J'enlève 30 %, donc j'arrive à 270 000. Le terrain vaut 50 000, donc j'arrive à 320 000. Ça, c'est la méthode du coût. C'est très pratique pour la maison, surtout les maisons neuves. Plus que la maison est vieille, plus que la table de dépréciation peut faire en sorte qu'on distorsionne la réalité. Mais il faut dire que la méthode du coût, la table de dépréciation, on ne la prend pas dans des volumes académiques, mais on l'établit en fonction du marché local de Sutton. La méthode de comparaison, naturellement, c'est les ventes. À partir des ventes, on dit, bien, si telle maison s'est vendue 300 000, l'autre à côté est pareil, elle devrait valoir 300 000. C'est la méthode de comparaison. La méthode du revenu, mais c'est surtout pour des immeubles comme ici, dans sa rue principale, il y a des immeubles commerciaux. Donc, ça génère, ces immeubles-là, c'est des propriétaires, des hommes d'affaires qui peuvent posséder ces immeubles-là. Comment ça génère de revenus? C'est quoi les dépenses? Donc, on retire un revenu net de l'immeuble. Et à partir de là, on dit, bien, si l'immeuble génère 50 000 $ de revenus nets, comment un homme d'affaires qui demande, je ne sais pas, un rendement sur son investissement de 6, 7, 8 % serait prêt à acheter cet immeuble-là. Un centre de ski aussi, on peut se servir de la méthode du revenu. Ça génère tant de revenus, tant de dépenses. Comment je suis prêt à payer pour un centre de ski comme ici au Mont-Sutton? Ou les auberges. Les auberges, c'est une évidence aussi, c'est la méthode du revenu. Nous, en fin de compte, lorsqu'on fait un rôle, on fait naturellement, c'est de l'évaluation de masse. Hein. Sur votre territoire, vous avez
sur votre territoire, vous avez 4750 propriétés. Donc, on ne peut pas prendre une demi-journée pour chacune des propriétés. Ça nous prendrait 2300 journées pour faire le rôle d'évaluation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À partir des transactions, on fait des modèles mathématiques, autant pour les terrains que les bâtiments. On va dire, pour les terrains, je vais vous donner un exemple, on va dire un terrain à la campagne, un terrain de 5000 mètres carrés, ça vaut 50 000 $. Donc, mettons, une pièce le pied carré. Après ça, on va dire, bien, si le terrain est 2 fois plus grand, est-ce qu'il vaut encore 2 fois plus cher? Est-ce qu'il vaut 100 000 $ ou il faut 75 000 $? Donc, on va avoir des taux au mètre carré régressifs selon la grandeur du terrain. Fait que si vous comparez, si vous avez 50 000 pieds carrés et votre voisin a 100 000 pieds carrés, ça se peut que vous soyez évalué une pièce le pied carré, mais que votre voisin, lui, soit évalué au pied. Il va être évalué peut-être plus cher, mais au pied carré, il va être évalué moins cher. Parce que ça ne vaut pas nécessairement 2 fois plus cher parce que j'ai 2 fois plus grand. Des fois, oui, mais pas toujours. Donc, dépendamment des secteurs. Donc, c'est un genre de modèle mathématique qu'on fait pour les terrains. Pour les bâtiments, mais encore une fois, je vais vous donner un exemple tout à l'heure d'une fiche technique, mais à partir du coût de construction, on sert beaucoup du coût de construction originel. Et après ça, comme je vous disais tout à l'heure, on établit une table de dépréciation à partir des transactions. Et après ça, on s'assure que notre modèle théorique, une fois qu'il est établi, autant pour le terrain que le bâtiment, mais quand on le compare aux transactions réelles, mais que ça, en bon québécois, que ça fit, que ça marche. Je viens beau prendre des théories dans les volumes, mais il faut que ça se colle à la réalité du marché immobilier de Sutton. Donc, c'est certain qu'on peut passer peut-être à l'étape suivante. Donc, naturellement, quand je prends les transactions, je cherche la valeur réelle d'unité d'évaluation et sa valeur d'échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence, soit le prix le plus probable qui peut être payé lors d'une vente de gré à gré dans certaines conditions. Donc, il peut se faire un certain nombre de transactions sur votre territoire. Le ministère m'en permet d'enregistrer un pourcentage, que ce soit à la hausse ou la baisse. Le genre de vente que je vais rejeter qui sont plus basses que le marché standard, des ventes entre parents. Je sais pas, j'ai une propriété qui se vend à 200 000 $. C'est le père qui vend à sa fille. Donc, et que je juge que cette transaction-là est vraiment en bas du marché. Je vais la rejeter, je ne la mettrai pas dans mon calcul de modèle mathématique que je veux créer. L'inverse est vrai aussi. Je ne sais pas, je suis propriétaire foncier d'une propriété. Le voisin est à vendre. Le terrain voisin est à vendre, puis je ne veux pas de voisin. Je suis prêt à mettre 100 000 sur un terrain quand ça vaut peut-être 75 000, mais je suis prêt à mettre plus cher parce que je veux en bon québécois, je veux avoir la paix. Ce genre de transaction, je vais la rejeter. Donc, autant la hausse que la baisse. La baisse, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas de moyenne baisse. Je ne suis pas dans un secteur donné, je ne sais pas, dans tel secteur du village, il va se faire 5 ventes. Il y en a 4 qui m'indiquent d'augmenter les valeurs en moyenne de 10 %. Puis il y en a une qui m'indiquerait d'augmenter de 30 %. Je ne dirais pas 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 30 divisé par 5. Je vais dire, OK, j'augmente de 10. Celle qui s'est faite beaucoup plus chère, je la rejette. Donc, pas parce que dans votre secteur, il va se faire une transaction. Vous avez dit que c'est un cinglé, avoir payé ce prix-là. Ça se peut que moi aussi, je trouve que c'est hors proportion, puis je vais rejeter cette transaction-là. Peut-être 3 ans plus tard, je vais me dire, il n'était peut-être pas si fou que ça. Peut-être que le marché était rendu là, puis lui, il a vu arriver le marché avant tout le monde. Mais par défaut, si je ne suis pas plus appuyé que ça, je vais rejeter les transactions qui sont beaucoup trop hautes, comme ceux qui sont beaucoup trop basses. Beaucoup trop basses, on parlait des ventes entre parents. Ça peut être également des ventes de liquidation bancaire. Là. La banque saisit un immeuble et elle ne se revend pas très cher. Donc, on peut avoir ce genre de vente de liquidation.
Donc, naturellement, qu'est-ce qui est une bonne vente? C'est quand le vendeur et l'acheteur désirent respectivement vendre et acheter une unité d'évaluation. C'est certain que je suis forcé d'acheter le voisin pour n'importe quelle raison. Je vais être prêt à payer plus cher. Naturellement, il faut être raisonnablement informé de l'état de l'unité d'évaluation. Ça arrive qu'une personne achète un immeuble 500 000 et là, elle vient me voir, puis elle me dit, mais écoutez, puis là, je l'évalue, moi, 495 000, parce que mon modèle mathématique me donne 495 000. Ça se peut qu'ils viennent me voir et me disent, écoutez, mon évaluation est trop chère. Je vais dire, écoutez, vous avez payé 500 000, on vous évalue 495 000. Et c'est quoi le problème? Mais là, ils vont nous arriver, ils vont dire, écoutez, j'ai acheté ce prix-là, mais là, je suis en procédure contre mon vendeur. Il y a des vices cachés. Je n'étais pas conscient de tels éléments. Sinon, je n'aurais jamais payé 495 000. À ce moment-là, je retourne visiter la propriété et ça se peut que je puisse baisser la valeur en bas de ce qu'il a payé parce qu'effectivement, je suis conscient qu'au prix qu'il a payé, compte tenu peut-être des vices cachés, que ça ne vaut pas ce montant-là. Il faut dire que, là, je reviens un petit peu en arrière, je me sers des ventes, je fais des modèles mathématiques, mais ça se peut que dans mon modèle mathématique, une propriété, si c'est vendu 500 000, j'arrive à 515 000, puis l'autre qui s'est vendu 400 000, j'arrive à 485 000. On ne fait pas nécessairement seulement dire, bien, c'est vendu 500 000, elle vaut 500 000. On fait notre modèle, après ça, on s'assure qu'en général, notre modèle respecte la réalité du marché immobilier de Sutton, mais en bon québécois, là, on ne fait pas juste plugger les ventes, dire, bien, elle s'est vendue 500 000, elle vaut 500 000, elle s'est vendue 200 000, elle vaut 200 000. Puis le ministère des Affaires municipales nous vérifie. Si dans un rôle donné, je déposerais un rôle à Sutton, j'augmenterais juste ceux qui se sont vendus depuis 3 ans, puis les autres, bien, je les laisserais à la même valeur pour un autre 3 ans, donc il serait 6 ans à la même valeur. Le ministère dirait non, c'est pas ça la tâche que tu dois faire, c'est pas juste augmenter les propriétés qui se sont vendues depuis 3 ans, puis faire abstraction des autres. Il faut que tu sois équitable dans ton rôle d'évaluation. Si tu augmentes un secteur donné, mais tu augmentes toutes les propriétés. Donc, l'autre chose qu'on fait au niveau des ventes, dans votre secteur, une propriété se vend 550 000 et elle est évaluée à 450 000. Donc, avant de dire, bien, j'augmente le secteur de 20 j'enquête la vente. Pourquoi qu'elle s'est vendue 100 000 de plus que l'évaluation municipale? C'est-tu de l'inflation, tout simplement, de l'inflation normale du marché immobilier? Ou encore, il s'est fait des travaux dans la propriété que je n'étais pas au courant parce que l'inspecteur municipal ne m'a pas transformé. L'inspecteur municipal, naturellement, il nous transmet tous les permis, mais s'il y a eu des travaux sans permis, c'est des choses qui peuvent arriver dans les meilleures familles. Oh, oui. Fait que dans les meilleures familles, c'est des choses qui arrivent. Donc, là, à ce moment-là, lui, avec mon nouveau rôle d'évaluation, ça se peut qu'on l'augmente au prix qu'il a acheté, parce qu'il y a eu des travaux faits sans permis dans les dernières années, mais je ne ferai pas refléter nécessairement cette augmentation-là de 20 à l'ensemble du secteur. Donc, chaque vente est enquêtée pour s'assurer qu'on a la bonne image de la propriété au moment de la vente, parce que ça se peut qu'elle se vende plus cher que moi je croyais, parce que la cuisine était rénovée, la salle de bain était rénovée, le sous-sol était aménagé, sans permis, sans que je sois au courant. Donc, date d'évaluation, 1er juillet 2018. Donc, là, ce que vous allez recevoir votre compte de taxe, vous allez avoir une nouvelle évaluation. Et c'est basé essentiellement sur les transactions de 2018. Donc, ce n'est pas moi qui choisis le marché. Pourquoi? Je ne choisis pas le marché 2018 parce que c'est une bonne année. Là, encore une fois, c'est prescrit par le ministère des Affaires municipales. Donc, la loi sur la fiscalité municipale protège l'indépendance de l'évaluateur. Le conseil municipal sont gentils, ils m'accueillent ce soir, mais ils ne me donnent pas de directive. Dire, écoutez Marc, on a besoin d'argent, on augmente les valeurs. C'est pas comme ça se passe.
Ce n'est pas non plus la MRC qui dicte mon travail. Donc, c'est pas le ministère des Affaires municipales. Le ministère, je dois donner un compte-rendu au ministère des Affaires municipales, mais ce n'est pas lui qui va me dire, M. Lépine, dans telle région, je pense que ça serait opportun que vous augmentiez de 5 je suis complètement indépendant du conseil de la MRC. Je dois, par contre, je dois donner des comptes à mon ordre, qui est l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Donc, on a un ordre, donc on a un syndicat qui... donc, je suis surveillé par le syndicat de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec, naturellement par le ministère des Affaires municipales. Donc, je ne suis pas seulement encadré. Un exemple d'un dossier d'évaluation, donc c'est... mon travail, à moi personnellement, c'est un travail de bureau, d'analyse. À la MRC, on a une équipe de travail, c'est des techniciens, donc qui retournent visiter chacune des propriétés sur le territoire. La loi nous prescrit d'aller visiter les propriétés au moins une fois par 9 ans. Certains, au moins une fois par 9 ans, et là, ça fait 9 ans, donc on va recommencer cette année. Donc, je vous l'annonce ce soir, peut-être qu'on n'avait pas vraiment discuté, mais là, le 9 ans est passé, donc on doit recommencer à visiter les propriétés cette année. Je pourrais peut-être vous dire par quel secteur qu'on va commencer, parce qu'il y en a quand même, on disait tout à l'heure, des propriétés, entre autres des propriétés résidentielles. Il y a 3200 propriétés résidentielles, donc on va peut-être vous faire part, là, les secteurs qu'on devrait commencer ce printemps, peut-être informer vos citoyens par communiqué. Donc, sinon, certains, quand il y a un permis, on y va dans l'année même, ou les mois suivants, traiter le permis. Donc, le service des permis de la ville de Sutton traite le permis, donc respecte les normes réglementaires. Une fois que le permis est traité au service des permis, ils nous transfèrent le permis. Et là, nos techniciens retournent sur place. Et là, on fait une nouvelle valeur en fonction du permis qui était demandé. Sinon, mais là, tout à l'heure, je l'ai dit, quand il y a une vente, on l'enquête les ventes, surtout les ventes de l'année de référence. Comme là, l'année de référence, on disait que c'était 2018, donc on l'a enquêté l'ensemble des ventes de 2018. Juste peut-être pour finir avec les permis, là, si vous demandez un permis de rénovation, puis le coût de rénovation coûte 50 000 $, ça ne veut pas dire qu'on va vous augmenter de 50 000 $. On se pose toujours la question, quelle est la plus-value que les travaux ont apporté à la propriété s'il la revend, la propriété? Donc, on peut mettre 50 000 $ dans une propriété, puis ça va se résulter par une plus-value de 20 000 $ dans le rôle d'évaluation. Tu sais. L'inverse, même si vous déclarez que les permis ont coûté 5 000 $, si on s'aperçoit que les travaux ont coûté 50 000 $, pas parce que vous avez mis 5 000 $ au permis qu'on va vous augmenter seulement de 5 000 $, on peut vous augmenter de 20 000 $ aussi. Là, tu sais. Donc, c'est certain qu'il y a des permis, des travaux qui amènent plus de plus-value à une propriété que d'autres travaux. Là, tu sais. Donc, je vais faire une petite parenthèse avec les permis de rénovation. Donc, tout ça pour dire qu'à chaque fois que l'inspecteur va sur le terrain, vérifie sur l'ensemble des données qui apparaissent à votre fiche technique sont encore pertinentes. C'est certain que, on a une photo, sinon plusieurs photos de votre propriété. On a les dimensions de base, donc les grandeurs de votre propriété. La grandeur de votre propriété. Et après ça, là, à partir d'ici, la ligne de construction de votre propriété, naturellement. Et après ça, le type de matériaux qui a servi à construire votre propriété. On est-tu dans le béton? Les fondations sont en béton, en bloc de béton? La présentation, je pense qu'on va la diffuser par la suite sur le site de la Ville. Donc, toutes ces informations-là, la présentation va être diffusée sur le site de la Ville. Donc, les fondations sont en béton coulé, en bloc de béton.
Le toit est en bardeau d'asphalte, en tôle. Donc, le revêtement extérieur, il est en bois, en déclin de vinyle, en canaxel, ainsi de suite. Et à partir de ces données-là, ça nous permet de... Non, même chose pour la cuisine. Ici, dans l'exemple de la cuisine, là, il y a eu des rénovations de la cuisine en 2011. Donc, on a les années de rénovation. Quand mes techniciens vont vous voir, puis ils s'aperçoivent que la cuisine a été changée, bien, ils mettent l'année, ils vous posent la question ou ils essaient de l'en déduire. Donc, l'année de rénovation de la cuisine. Donc, l'autre chose qu'on codifie dans le... Puis ça, c'est un peu nouveau, toujours pour essayer d'être le plus précis possible. Dans le fond, le ministère, il y a quelques années, a changé la méthode de calcul, la fiche technique au niveau du coût, en essayant de faire en sorte qu'on soit le plus précis possible, parce que, naturellement, les comptes de taxes ne vont pas en diminuant non plus, d'où la nécessité d'être le plus précis et le plus équitable possible pour les citoyens. Qu'est-ce qu'on leur a ajouté? C'est des lettres. Comme ici, là, les fondations, il y a la lettre C. La lettre C, c'est des fondations standards, un peu comme à l'école. A, c'est très bon, puis c'est des fondations de chalet, si on peut dire, là, tu sais. Certain que si j'ai une fondation j'ai une maison de 1000 pieds carrés ou 1500 pieds carrés, une maison standard, j'ai 4 coins. Ça, on va mettre catégorie C, standard. J'ai une maison de 1000 pieds carrés ou même grandeur, mais j'ai plus que 4 coins. J'ai la petite tourelle, donc les fondations là, qui font comme un U ou une banane, là, puis un autre check sur le côté. Donc, c'est certain qu'en termes de béton, ça va me prendre peut-être la même quantité de béton pour couler les fondations. C'est juste que les gars de forme, ceux qui vont mettre les formes pour couler les fondations, bien, au lieu de leur prendre une journée, ça va leur prendre peut-être 2 jours ou 2 jours et demi, tu sais, poser les formes. Fait qu'au lieu de vous charger les fondations à 15 000, ils vont vous charger les fondations à 18 500, 19 000 $, tu sais. Même chose pour le toit, tu sais, j'ai un toit, un bungalow, 2 pentes, tu sais, refaire le bardeau d'asphalte, ça va me prendre... Les gars, je dis les gars parce que c'est rarement des femmes, là, tu sais, mais ça va leur prendre une demi-journée, puis le bardeau d'asphalte va être changé. Mais là, si j'ai la petite tourelle, puis encore une fois, j'ai la petite tourelle sur le toit, puis des angles, des nous, mais ça va leur prendre une journée, 2 jours pour poser le bardeau d'asphalte. Puis en plus, il va y avoir de la perte parce que là, il va y avoir plus de pertes naturellement parce qu'il va y avoir des angles. T'sais. Fait que ce genre de subtilité-là qu'on n'allait pas chercher avant, mais qu'avec la nouvelle fiche technique, qui est ici depuis 3 ans, Sutton, bien, c'est ce genre d'information qui nous permet d'être le plus précis possible. Naturellement, pour finir avec la fiche technique, il y a des dates. Donc, ça, c'est les dates que mes inspecteurs ont passées chez vous. Donc, si vous venez nous voir, dire, bien, c'est quoi la dernière fois que vous êtes venu chez nous? Bien, je vous dis, on est passé en 2011, mais vous n'étiez pas là, parce que vous n'êtes pas toujours là, ou c'était pas vous le propriétaire, c'était l'ancien propriétaire. Donc, on sait les dates. Les dates de visite sont compilées. Certains, des fois, les gens nous disent, bien, vous n'êtes jamais passé, mais je dis, écoutez, vous n'étiez peut-être pas là, c'est peut-être votre conjoint ou votre conjointe qui était là. Des fois ça arrive souvent aussi. Là. Oui? Mais ce qui veut dire que les dates qui sont là, c'est des dates où vous êtes passé, ce n'est pas des dates où vous avez inspecté. Bien, quand on passe, on l'inspecte. Bien, vous venez de dire que non, on n'était pas là, si je ne suis pas là. Quand vous n'êtes pas là, on fait le tour de la maison. Si on s'aperçoit qu'il y a un cabanon, on mesure le cabanon. Si on s'aperçoit que la galerie a été changée, on mesure.
Une piscine, on fait le tour de la maison. Là, naturellement, si la porte patio, les rideaux ne sont pas tirés, on regarde, tu sais. Là, on voit la cuisine. As-tu été rénové, pas rénové? On voit le plancher de la cuisine. Donc, on regarde si on peut se pencher, puis on voit le sous-sol. Des fois, on voit que le sous-sol était aménagé. Donc, puis on laisse des cartes comme quoi qu'on est passé. Nos techniciens laissent toujours une carte comme quoi qu'on est passé. Vous pouvez nous rappeler au besoin. Sinon, on prend l'information qu'on a sur le terrain. Naturellement, idéalement, on prendrait des rendez-vous avec l'ensemble des propriétés, mais vous comprenez qu'on l'a, ici on a 4 000, à Donham on en a un autre 3 000, donc prendre des rendez-vous, il faudrait multiplier par 3 le nombre d'employés à la MRC. Fait que le coût-bénéfice, c'est toujours ça qu'on mesure, et en allant d'une façon systématique aux 9 ans, ou quand il y a un permis de rénovation, quand les gens ne sont pas là, on fait le tour de la maison et on laisse quand même des accroche-portes pour que les gens puissent nous rappeler. Donc, on fait le maximum pour aller chercher le maximum d'informations avec un budget qui est raisonnable, naturellement. T'sais. Donc, on peut aller à l'autre. Bon, ça, c'est très intéressant. Tout à l'heure, je disais que le marché de référence pour Sutton, pour le rôle trinal 2020, 21, 22, c'est les transactions de 2018. Mais pour m'assurer que j'ai assez de transactions, on l'a pris également l'année 2017, même je dirais un peu début 2019. Donc, dans l'unifamilial, on avait 165 transactions sur 2063 dossiers. Ça veut dire qu'en 2 ans, il y a une maison sur 12 se transige. Au niveau statistique, là, c'est excellent. Donc, ça nous permet de faire des rôles d'évaluation le plus solide possible, parce que quand on fait un rôle d'évaluation, naturellement, on veut que les valeurs soient équitables et les plus justes possibles. Donc, une maison sur 12 se vend à chaque 2 ans. Donc, une maison sur 24 par le fait même à chaque année. Donc, au niveau des condominiums, vous avez 517 condominiums dans la ville de Sutton. Essentiellement, c'est en périphérie du centre de ski. L'année 2017, pas une très bonne année, 27 transactions, mais 2018, le marché a repris d'un condominium. 47 transactions sur 517, donc un condo sur 7 se vend à chaque 2 ans. Les condos, ça se transige toujours d'une façon plus accélérée qu'une résidence unifamiliale. Donc, au niveau statistique, là, on avait assez de transactions pour faire un rôle qui est solide. Une étude de voisinage. Bon, là, ce qu'on fait, on prend les ventes, mais on l'analyse par secteur. Naturellement, je ne prendrai pas des ventes dans Glen Sutton pour évaluer une propriété dans le village, vice-versa. Donc, on analyse les secteur par secteur. Naturellement, la montagne, c'est la montagne, le village et la campagne périphérique. Donc, peut-être vite un peu. Oui. Donc, c'est quoi qui détermine un niveau de voisinage? C'est, premièrement, un niveau de voisinage, c'est un quartier, là, en fin de compte. On peut appeler ça un quartier. Ça peut être délimité par la topographie, secteur, donc la montagne versus les propriétés riveraines. Si bon, vous avez bord de l'eau, pas bord de l'eau, ça peut être naturellement, si je suis le bord on se pose toujours la question, je suis le bord de la rivière Missisquoi, ça vaut-tu plus cher que si je suis de l'autre côté du chemin, mettons, dans le coin de Glen Sutton. Des forces économiques, je vais essayer de trouver un exemple. Naturellement, l'évolution du prix de vente, donc comment que le marché réagit par secteur. Les forces sociales, naturellement, comment que le marché évolue, que ce soit la montagne, le village.
Mais essentiellement, je dirais, c'est le point 1 et le point 4. Naturellement, le zonage municipal, si la propriété est zonée commerciale, ça va être un unité de voisinage par rapport, comme dans le village, certain que la rue principale, c'est séparé des propriétés résidentielles qui sont sur Western, par exemple, juste à côté, mais qui ne sont pas zonées commerciales. Donc, le zonage agricole aussi, ça c'est un élément très important. Donc, les forces physiques, les forces politiques, puis naturellement, c'est certain qu'on peut s'apercevoir qu'un secteur donné, c'est des forces économiques ou sociales. Un secteur donné, c'est des maisons, même ici dans le village, mettons le secteur cœur du village, des maisons des années 2000, mais je ne prendrais pas ces transactions-là pour un secteur des maisons de 1920. Là. Donc, je les sépare. Les deux sont peut-être zonés résidentiels, les deux sont dans le village, mais une, c'est des maisons de 1980, 90, 2000, puis l'autre, c'est des maisons de 1920, 1940. Donc, c'est certain que je ne vais pas mélanger les transactions d'un à l'autre. Oui? Le paysage, vous rentrez ça où? Le paysage, je dirais, c'est les forces physiques. Parce que j'ai déjà eu une augmentation parce que j'avais une belle vue. Oui. On fait ça, nous autres, des fois. Bien, vous mettez ça où, là, dans votre liste? Est-ce que C'est les forces physiques, la topographie. C'est certain que les vues, ça, c'est un défi, là, les vues, vraiment. C'est ça qui est... Riverain, tu sais, comme à Fréligibeuil, votre municipalité voisine, ben, il y a le lac Libé, tu sais. Ben, c'est assez facile. Je suis sur le bord du lac ou je ne suis pas le bord du lac, là, tu sais. C'est un ou l'autre. est-ce que vous voulez prendre des questions au fur et à mesure? Ben, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Allez, continuez. J'ai le droit de continuer, monsieur le maire? Oui, allez-y. Autant qu'on ne dépasse pas 9 heures, après ça, je suis à temps et demi. Non, c'est pas vrai. Nous aussi. Vous aussi, OK. Non, mais c'est certain que quand mes inspecteurs vont sur le terrain, ils mettent, propriété avec une très belle vue. C'est certain que si la vue est seulement l'hiver parce que le reste de l'année, c'est caché par les feuilles, on l'oublie ça, là. Mais quand c'est des vues exceptionnelles, on en tient compte, là. Donc, bon, là, on est dans le village. Pardon, monsieur. Madame Condois. Oui. Excuse. Les risques environnementaux, c'est bien ça. Les risques environnementaux, vous les évaluez d'après quoi? Parce que tout à l'heure, vous donniez l'exemple. Les zones inondables, des choses comme ça? S'il y a des inondations. Oui, bien ça, on a les cartes des zones humides. On a les cartes des zones humides. On doit en tenir compte. Si vous pensez qu'on n'a pas tenu compte pour n'importe quelle raison, c'est là que vous devez nous appeler à MRC ou venir nous voir, qu'on s'assure qu'on a bien tenu compte. C'est certain que on a les cartes de zonage, on a les cartes de topographie, on a les cartes de zones humides, de zones inondables, on a toutes ces cartes-là, mais il y en a pas moins qu'on a 4000 dossiers à traiter, plus les autres municipalités de la MRC. Donc, juste vous assurer, si vous êtes en zone inondable, qu'on a bien tenu compte dans votre évaluation, si ça a eu un impact, naturellement, parce que ça peut être une zone inondable récurrente 0-20 ans, ça peut être 20 ans, 100 ans, c'est certain qu'on ne parle pas de la même chose en termes d'impact. Il faut dire que notre firme, on est également évaluateur de plusieurs municipalités au Québec, dont Rigaud, dont Saint-André-d'Argenteuil, le lac des Deux-Montagnes. Donc, sincèrement, on l'apprend dans l'évolution du changement climatique. Avant Saint-Jean-sur-Richelieu, on est évaluateur, il y a eu des inondations il y a une dizaine d'années. Donc, certain que historiquement, les gens se faisaient inonder. Le marché, après ça, il était 1 an ou 2 au ralenti. Donc, tout le monde, personne vendait, et après ça, le marché continuait à augmenter. Les gens oubliaient vite, je peux dire, dans la nature humaine.
Mais là, avec qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on a vu au lac des Deux-Montagnes, Saint-Jean-sur-Richelieu, Cowansville aussi, secteur des vétérans, Cowansville qui est régulièrement inondé. Donc, on surveille comment que le marché réagit à ça et on l'apprend là-dedans. Mais en général, on disait avant, les gens oublient vite, puis le marché reprend. Mais je pense que ça va avec les années. Et qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que là, c'est pas juste l'acheteur qui oublie, mais si l'acheteur oublie qu'il y a eu des inondations il y a 2 ans, mais l'assureur, le banquier, lui, oublie peut-être pas parce que lui, ça lui a peut-être coûté de l'argent. Donc, on va peut-être s'apercevoir que c'est de plus en plus difficile à assurer, à emprunter. Donc, c'est là que ça va avoir un impact sur la valeur marchande. Mais c'est un marché en évolution qu'on suit, mais oui, on a les cartes à la MRC. Merci. Donc, ça, c'est un exemple du village même. Donc, tout à l'heure, je parlais du cœur du village, le secteur cœur du village, c'est l'unité de voisinage 200. On ne va pas la comparer avec la rue Western, qui est la 202. C'est un autre marché, c'est pas le même âge de maison. Les taux de terrain vont être différents aussi. Ce n'est pas la même grandeur de terrain. On voit que sur le cœur du village, les terrains sont beaucoup plus grands. Ils valent plus cher aussi. Donc, une voisinage 411, mais ça, c'est le chemin de fer. Donc, ça, c'est une autre façon d'évaluer les terrains qui appartiennent au chemin de fer. Après ça, vous avez la rue principale, donc, toute la rue principale qui est commerciale, c'est les voisinages 600. Donc, tout ce qui est 600, on sait que c'est de la rue principale, c'est commercial pour la plupart. Puis après ça, bien, vous avez comme Maple, en s'en allant vers le centre de ski, le voisinage 0411. Donc, ça, là, on tombe dans un autre secteur. Mais des fois aussi, donc, dans le village, on a l'aqueduc et l'égout. Mais là, sur Maple, là, ça devient plus compliqué. Il y a un bout qui a les services, il y a un bout qui a juste l'aqueduc, d'autres bouts qui n'ont pas de service. Donc, là, il faut faire nos voisinages en fonction des services municipaux. S'assurer que naturellement, quand que les services municipaux, le terrain vaut plus cher, au pied carré. Donc, je peux avoir un terrain de 1000 pieds carrés qui vaut 70 000 pour avoir une valeur de 70 000 dans un rang ou dans un chemin de campagne, mais ça va me prendre un terrain peut-être de 50 000 pieds carrés. Donc, puis là, ça va me prendre une fosse septique et un puits artésien qu'on l'évalue. Soit dit en passant, la fosse septique puis le puits artésien, on l'évalue, mais pas dans le terrain, mais dans la maison. Donc, quand votre maison est évaluée à 300 000 ça comprend la fosse et le puits artésien. Le puits artésien qu'on juge qui est adéquat pour desservir la propriété. Donc, certain que si je n'ai pas une vente, mettons que je n'ai pas de vente dans une voisinage 507, rue Plaisant, mais j'aurais des ventes dans une voisinage 508, mais là, je vais peut-être dire, bien, pas parce que dans 507, je n'ai pas de vente, je vais dire, je n'augmenterai pas. Si dans 508, qui est à peu près le même âge de maison, je vais peut-être dire, bien, si le 508, ça m'indique d'augmenter de 8 %, mais dans le 507, je vais augmenter également de 8 %. Il faut que je sois équitable. T'sais. Donc, je fais ce qu'on appelle des regroupements du voisinage dans le cas, parce que c'est certain que malgré que j'ai une vente sur 12, sur 14, une sur 12, hein, aux 2 ans, mais ça peut arriver que dans un secteur donné, que j'ai 0 transaction. Fait que là, il faut que je fasse des regroupements d'auto-voisinage. J'ai une question. Oui. Moi, je reste sur Plaisant, je n'ai pas les services d'égout. Là, au Plaisant, là, est-ce que l'évaluation peut être semblable ou... Vous ne l'avez pas, puis votre voisin immédiat, il l'aurait? Pas tout à fait, mais il y a une partie de Plaisant, il y a l'académie qui sépare. OK. L'autre partie, vous sortez du village, à 215. Moi, je reste là. Avant la dernière maison, avant la voie ferrée. OK.
Puis, j'ai pas les égouts, moi. Mais, OK. je suis fait faire Que vous avez un faux septique. disons, des complots. Oui. Puis, il y a quelques années, parce que c'est obligé, ça avait été promis pour avoir des égouts pendant quelques années, anciennement. Ça n'a jamais. Je reste juste pas loin de l'IGA. Certains, vous pouvez venir voir à MRC si on a tenu compte, mais il y a une chose qui est certaine, tu sais, si vous avez les deux services, absolument, on va évaluer le terrain plus cher. OK? Comme dans votre cas, mettons qu'on serait trompé. Là. Ça nous arrive rarement, là, mais... juste savoir un peu Non, mais mettons qu'on serait trompé et on aurait mis les deux services. Oui. Qu'on aurait évalué votre terrain au lieu de, je sais pas, mettons, une pièce et demie de pied carré, mettons 2 pièces le pied carré. OK. Mais en contrepartie, on n'aurait pas mis votre écoflow dans la valeur de la maison. Fait qu'au bout de la ligne, tu sais, l'important, c'est des fois, parce que votre compte de taxe, il n'y a pas un taux de taxe pour le terrain et un taux de taxe pour la maison. C'est un taux de taxe pour le total, tu sais. Que tu sais, au bout de la ligne, l'important, c'est se poser la question, ma maison vaut-tu 250 000 ou elle ne vaut pas 250 000? Après ça, la redistribution terrain-bâtisse, c'est peut-être moins important. Tu sais. Ça nous oblige à faire une répartition terrain-bâtisse. Tu sais. Mais au bout de la ligne, sur votre compte à taxe, ça l'importe J'ai peu. eu un permis pour les complots, j'ai eu un permis. Le pire, c'est qu'on mette votre écoflow, puis en plus, on vous considère comme avec les deux services. Ça, il faudrait pas ça. Là. Non. Mais la seule façon de le savoir, c'est de nous appeler et qu'on regarde votre fiche technique. Tu sais. Parce qu'en ouvrant votre dossier, on va le savoir. Tu sais. Donc, bon, statistique générale. Les augmentations dans les résidences unifamiliales, c'est 8,15 % en moyenne. Les condominiums, c'est moins, c'est 3 %. C'est pas au niveau des condominiums, ce n'est pas une exception. Les condominiums, avec les années, ce n'est beaucoup construit. C'est peut-être fait une saturation. C'est vrai pour eux ici. C'est vrai ailleurs. Donc, les condominiums, les rôles que notre firme a déposés depuis au moins 1 an, sinon 2, les condominiums augmentent toujours moins que le résidentiel. Par contre, l'augmentation de 8 % dans l'unifamilial, c'est beaucoup plus que l'augmentation qu'on observe des rôles que notre firme a déposés. Je vais vous donner un exemple. À Donham, je parlais tout à l'heure, qui est synchronisé avec vous, donc c'est un rôle triennal 2020, l'augmentation est aux alentours de 4 %. Donc, qui est plus le standard. Bon, c'est une bonne nouvelle. Les gens sont prêts sont heureux à venir rester à Sutton, qui fait en sorte que le marché immobilier est à la hausse, donc, et à la hausse de 8 %. Donc, je ne parlerai pas de votre compte de taxe ce soir, ça, c'est pas mon volet, mais je vais vous rassurer, ça ne va pas dire votre compte. Ça ne veut pas dire que le compte de taxe va augmenter de 8 % là, mais les évaluations augmentent de 8 % Les duplex, triplex, jusqu'à 5 logements, aussi, le marché est très bon. Les gens, c'est vrai ici, c'est vrai ailleurs, les gens veulent investir dans l'immobilier. Tu sais. Dans le fond, il y a deux façons d'investir, soit à la bourse ou dans l'immobilier. Puis, je peux vous dire que les placements immobiliers, c'est encore très populaire, que ce soit les 2 à 5 logements ou les 6 logements et plus. Les maisons mobiles, mais vous avez deux parcs de maisons mobiles. Bon, on voit que le marché est quand même correct, là, mais c'est un peu comme les condominiums, c'est pas comme dans l'unifamilial. Après ça, j'ai d'autres statistiques, c'est par catégorie d'immeubles. Donc, certain que tout le résidentiel confondu, c'est 7,52 %. Le commercial aussi, la rue principale, entre autres, une augmentation de 7 %. Production richesse naturelle, ça, c'est les producteurs agricoles. Vous avez des producteurs agricoles. Donc, la moyenne des producteurs... Les terres agricoles, quand même, en demande. Donc, une augmentation de pratiquement 10 %, un peu plus que le résidentiel. Et terrains non exploités, ça, c'est les terrains
les terrains vacants. Ça peut être une terre à bois, comme un terrain subdivisé, propice à être construit. L'augmentation moyenne est de 15 Pardon, monsieur. Oui. Excusez-moi. Au niveau de production des richesses naturelles, les terres agricoles, enfin, les propriétés, je dirais, agricoles, est-ce que vous les déterminez en fonction que c'est des propriétés qui sont en zone ouverte, ou est-ce que vous les considérez en fonction du fait que c'est des propriétés qui sont réellement exploitées à des fins agricoles? Parce que nous, on a énormément de propriétés en zone verte et très peu de producteurs agricoles. OK. Donc, c'est en fonction de quoi que vous établissez cette catégorie? Il faut dire que on a plusieurs taux. La terre agricole, donc la terre entretenue, labourée, semée, il y a un taux qui est 6 000 l'hectare, qui n'est pas tellement élevé si on compare, mettons, à Saint-Hyacinthe, ça se vend 40 000 l'hectare. Donc, on est à 6 000 l'hectare. Le boisé, on est à 3 500 l'hectare. L'érablière en exploitation est à 4 500 l'hectare. Le pâturage, qu'est-ce qui est un pâturage? C'est une terre, je dis toujours, c'est une terre où ce que l'agriculteur trouve, c'est assez beau mettre ses vaches, mais pas assez beau pour mettre son tracteur. Donc, c'est des terres où mettre les vaches, mais souvent beaucoup rocheux, tu sais, des roches. Là. Mais plus spécifiquement, ma question, c'était que la terre elle-même, ça peut être une terre avec des boisés, avec des pâturages, mais il y en a une qui a quelqu'un qui travaille, puis qui en tire son revenu, puis il y en a une autre, et la majorité, là, elle est possédée par quelqu'un qui, en fait, apprécie plutôt sa valeur paysagère, mais qui n'en tire pas de revenus. Mais on ne fait pas de distinction. Elle va être considérée comme On fait pas de distinction. résidentielle? On ne fait pas de distinction entre mettons, un gentleman farmer qui ne serait pas reconnu comme producteur agricole au ministère de l'Agriculture, qui n'a pas sa carte de l'UPA. Il faut avoir une carte de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, pour être reconnu comme producteur agricole au ministère de l'Agriculture, pour avoir des remboursements de taxes, parce qu'il y a un remboursement de taxes foncières quand on est producteur agricole. Donc, on ne fait pas de distinction entre un producteur agricole reconnu et un producteur non reconnu. On fait une distinction entre la qualité du sol. C'est-tu de l'agriculture? Je ne suis pas reconnu parce que je ne veux pas aller chercher ma carte de l'UPA. Je vais quand même dire, bien, écoutez, c'est la terre en culture, ça ne vaut pas moins cher. Parce que demain matin, vous allez le vendre à quelqu'un, bien, vous ne vendrez pas. Celui qui va vous acheter, ça va peut-être être un producteur reconnu. Donc on ne fait pas de distinction sur le propriétaire. On fait une distinction sur la qualité intrinsèque du sol. C'est sur la qualité du sol. Donc, par exemple, le fait qu'il y ait des vues, justement, si on en revient aux vues, là, le fait qu'il y ait des vues ouvertes parce que c'est des pâturages, mais ce n'est pas du tout utilisé. Si on fait pas de. Des vaches, Ouais. vous n'allez pas considérer l'aspect visuel pour établir la valeur dans ce cas-là. C'est ça que je... Je dirais non, même si la vache a une super belle vue, on va pas augmenter. Des fois, on voit ça, on dit tellement. Monsieur Lepine. Oui, allez-y. Monsieur Marcelin. Sur un terrain agricole, Oui. est-ce que l'exploitation forestière peut être assimilée à l'exploitation agricole? Actuellement, non. Bien, une cabane à sucre, oui. Une exploitation érablière peut être reconnue. S'il est reconnu avec sa carte de producteur agricole, il va... La coupe forestière? Non. Non. Ce n'est pas production des richesses naturelles. Mais il y a des discussions actuellement entre le ministère des Affaires municipales et le ministère de l'Agriculture et les municipalités pour éventuellement permettre d'avoir un taux de taxe distinct pour les producteurs agricoles. Mais c'est le projet de loi 48 qui n'a pas été adopté. Donc, peut-être que dans le futur, il y aurait... les voteurs municipaux devraient codifier les producteurs forestiers pour permettre aux municipalités, aux besoins, d'avoir un taux de taxe distinct pour le producteur agricole, un producteur forestier, par rapport au reste des propriétés sur le territoire. Donc, il y aurait une possibilité, mais
on parle du futur, là, si le projet de loi 48 est adopté. Merci. Donc, on voit que sur votre territoire, malgré que vous avez un grand territoire agricole, un grand territoire forestier, les propriétés résidentielles, c'est 83% de l'assiette de taxation de la municipalité. Et après ça, bien, écoutez, production richesse naturelle suit avec 6,56, immeubles non exploités 5,05, donc on est rendu à 95%. Fait que culturel, services commercial, transport, industriel, ça comble le 5% qui reste. Madame Bréal, monsieur. Est-ce que par hasard, vous avez dans votre mémoire le chiffre comparable, le pourcentage résidentiel à Dunham, juste comme une comparaison? Je ne l'ai pas avec moi, mais je dirais que Dunham, il doit y avoir plus d'agricole qu'ici. Parce que, non, j'imagine, mais c'est ouais. juste pour d'avoir une idée, parce que je peux bien imaginer que le territoire est peut-être à peu près le même que le nôtre. Et puis donc, c'est juste intéressant de savoir, c'est au niveau de exactement le partage de date. Mais C'est quoi la il y a comparaison? ici, vous avez quand même la culture, mais beaucoup de boisés. À Dunham, il y a beaucoup plus de... Pour la grandeur de territoire, peut-être qu'il peut se comparer, il y a beaucoup plus de terres agricoles qu'ici. T'sais. Puis les terres agricoles à Dunham, je les évalue un peu plus chères. T'sais. Parce que l'agricole est plus... Dans le fond, plus qu'on s'en va à l'ouest de la MRC, jusqu'au lac Champlain, plus les terres agricoles sont propices à la culture du maïs. Donc, à Dunham, les terres agricoles sont évaluées plus chères. Il y en a plus en pourcentage, qui fait en sorte que on est peut-être à... Certain que le village est quand même assez gros aussi. Le village de Dunham, c'est quand même assez gros. Il y a moins de... Vous avez toute la montagne aussi. Là, eux, ils ont le lac Libye, mais le lac Libye, c'est pas aussi... Selby. Le lac Libye, c'est ailleurs. Mais il y a un lac Libye qui existe, mais c'est dans Bolton, Saint-Étienne de Bolton. Le lac Selby. Donc, oui, ils ont le lac Selby, mais en proportion, ça ne se compare pas au centre de ski ici. Donc, Okay, merci. Et donc, le centre de ski, lui, il était dans la catégorie culturelle récréative, qui compte pour 1,18% de l'assiette, c'est ça? Dans le commercial, récréatif. Oui, la culturelle récréative, c'est 1,18%. Vous Là- situez où de Mont-Sutton là-dedans? le centre de ski? Oui. Ouais. Quelle catégorie? Quelle Écoutez, catégorie? là, vous me prenez, là. Voilà. C'est-tu dans le 7 ou dans le 5, là? Bonne question. On va revenir. Parce que des centres de ski, on n'a pas... on en a un ici, puis donc, c'est dans un ou l'autre. Le centre de ski, il est dans un ou l'autre. Je peux pas... Qu'est-ce que je peux vous dire, par contre? Transport, communication, on trouve... le pipeline est évalué. Donc, le pipeline, il paye des taxes pour le pipeline. Bon, c'est certain qu'il n'arrête pas de... Il n'arrête pas de perdre la valeur. Lui, au lieu de prendre la valeur, il en perd parce que ça date de 1945 à peu près, le pipeline. 50 cucs. Il y a 3 conduites, puis ça a des années différentes. Donc, puis il y a 3 conduits, il y en a 2 condamnés, il en reste bien qu'un conduit. Dans les 3 conduits, il n'y en a bien qu'un actif. Transport, on trouve aussi les taux cellulaires. Donc, les taux cellulaires, c'est Portable au Rôle, Belle de son monde, ou Rogers, ou paye des taxes pour les taux cellulaires. Donc, et juste les services. Qu'est-ce que je peux vous dire entre service et commercial? Qu'est-ce qui est service? J'ai un édifice, j'ai un bureau de notaire, c'est du service. Donc, c'est un service. Clinique médicale. Une clinique médicale, c'est un service. On ne fait pas de vente au détail, donc on rend un service. Donc, mais pour centre de ski, ça, gros blanc de mémoire. Donc, valeur moyenne,
La valeur moyenne de propriété ici, c'est 339 638 $, tout confondu, village, campagne, condominium, 207 000. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi là-dessus, c'est que les propriétés dans le village, en général, les propriétés dans le village ont augmenté plus que les propriétés à la campagne. Si on parle d'une moyenne de 8 % d'augmentation, mais dans le village, on est plus dans le 10 % et à la campagne, on est plus dans le 7 % d'augmentation. Donc, c'est le marché qui disait qu'on devait augmenter un peu plus le village. Il faut dire que ce n'est pas les mêmes valeurs. La valeur moyenne d'une propriété dans le village est moindre que la valeur moyenne d'une propriété à la campagne. On ne parle pas de domaine non plus, là. Donc, en pourcentage absolu, oui, ça augmente un peu plus dans le village, mais il y en a pas moins que les maisons dans le village, en moyenne, sont évaluées moins cher. Oui. Donc, juste pour être sûr que j'ai vraiment bien compris, donc, quand vous parlez de la valeur moyenne, la valeur qu'on voit là, c'est vraiment, voilà la valeur de toutes les unités immobilières divisée par le nombre de dossiers de propriété. Donc, c'est vraiment le Oui. vraiment. Oui. Puis je vais vous dire, dans le village, là, la valeur moyenne d'une propriété, c'est 274 000. Et à la campagne, qui était autrefois le canton de Sutton, là, donc la valeur moyenne est de 364 000. Donc, il y a quand même 100 000 $ de différence entre... Certain la plupart du temps, quand on parle du canton, on parle de plus grands terrains aussi, de domaines, là, qui fait en sorte que ça augmente la moyenne. Donc, et le dernier volet, c'est révision administrative. Donc, le rôle prend en vigueur le 1er janvier 2020, basé sur le marché immobilier de 2018. Et là, c'est une date, là, comme votre rapport d'impôt, c'est une date qui est butoir. Si vous n'êtes pas satisfait de votre évaluation, vous avez jusqu'au 30 avril 2020 faire une demande de révision qui doit être déposée. Les formulaires, vous l'avez disponibles ici. Oui, on a des formulaires à la réception. Mais il doit être déposé ou envoyé par courrier recommandé à la MRC avant le 30 avril. Et vous avez l'adresse, là, c'est proche de l'hôpital à Coinsville. Et moi ou l'organisme qui est le service d'évaluation de la MRC de Brown-Missisquoi, on va devoir les traiter avant le 1er septembre 2020. Et si on vous donne raison, naturellement, il y a un remboursement de taxes. Le montant est le suivant. En bas de 500 000 $, c'est 75 $ faire une demande de révision. C'est non remboursable. Et en haut de 500 000 $, c'est quand même 200 $, ou 300 $. Mais avant de débourser, c'est nous appeler, c'est 200 $. Au-dessus de 500 000, c'est 200 $. Avant de débourser tout montant, venez, appelez-nous. On va étudier votre dossier. On va s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur technique à votre dossier. On va vous expliquer les ventes qu'on avait. Donc, on va vous convaincre que votre valeur est juste et raisonnable. Ou vous allez nous amener des faits. Puis, si c'est une erreur technique, on peut corriger sans qu'il y ait un déboursé d'argent. Si on juge, selon toute vraisemblance, votre propriété vaut le montant qu'on l'a évalué, à ce moment-là, c'est libre à vous de faire une demande de révision. On va retourner visiter votre propriété, on va sortir des ventes, on fera vraiment une analyse approfondie. Puis, si vous avez raison, vous avez raison. Là, c'est certain que vous allez dire, bien, M. Lépine, c'est vous qui l'avez évalué, puis là, vous êtes votre propre juge. C'est vrai, mais en même temps, on est des professionnels. Et si pour n'importe quelle raison, il y a une information qu'on l'a passée tout droit, à ce moment-là, on va l'admettre, puis on va faire les correctifs qui s'imposent. Peut-être juste...
Moi, ça fait, disons, 40 ans que je suis à la même endroit. J'ai jamais vu d'évaluateur qui est passé en maison. OK. Ça se peut-tu ou ça se peut pas? J'ai jamais vu quelqu'un qui a laissé un papier. Comme je vous dis, on passe aux 9 ans. Non, mais je vous dis ça comme Puis ça. on laisse un papier. On laisse un papier quand les gens ne sont pas... un genre d'accroche-porte, là, avec nos coordonnées. J'ai bien compris ça. OK. Mais... C'est pas une nouvelle maison, c'est une ancienne maison qui était là avant. Oui, mais même si c'est une maison de... Oui, c'est pour ça que je me demandais faut vraiment y aller aux 9 ans, là. si je vois à la MLC, ils vont me dire... La dernière fois qu'on y était, c'est certain. Puis, on regardait le dossier avec vous, voir si tout est correct. Tout est correct aussi. Oui. Vous avez mentionné qu'avant de dépenser l'argent, on peut vous contacter. Est-ce que cela veut dire qu'on contacte votre compagnie ou on contacte la MLC? Merci. Merci. MLC. Oui. Oui. Monsieur Mais, Lépine, je sais. Est-ce que, il y a 3 ans, des fois, vous appelez la ville, puis des fois, la ville nous transfère par courriel des gens contactés. Ça l'arrive aussi, surtout dans... Ça, il faudrait peut-être mettre ça en branle, là, mais tu sais, quand les comptes de taxes vont... naturellement, quand les comptes de taxes vont partir, le premier réflexe des gens, c'est naturellement appeler la municipalité. La municipalité, à chaque jour, dépendamment du volume, là, mais à chaque jour ou à chaque 2 jours, nous envoie une liste à des gens à rappeler. T'sais. Ça nous permet, de cette façon-là, ça nous permet déjà d'étudier le dossier avant de rappeler le citoyen. Donc, on est déjà au courant du dossier. T'sais. Certains, quand on le prend au vif du sujet, des fois, on n'a pas le temps de regarder le dossier. Mais de cette façon-là, ça va très bien. Les gens appellent à la municipalité et la municipalité nous fournit une liste et on les rappelle dans les jours suivants. Monsieur Lépine, Oui, monsieur le maire. Oui, un rapport d'inspection d'une maison récente, est-ce que c'est un document utile? Un retard? Un document, on fait inspecter une maison. Ah oui. Mettons que... Un rapport d'inspection. oui, ça arrive souvent que les citoyens nous fournissent, disent, écoutez, j'ai acheté la maison à 350 000, vous l'évaluez à 450 000, j'ai fait faire un rapport pré-achat, puis là, j'ai telle composante à corriger, puis c'est pour ça que j'ai payé 100 000 de moins que l'évaluation municipale. Mais ça, c'est certain que ça, c'était très utile pour commencer à discuter de la valeur de la propriété avec le citoyen, là. Tout à fait. Oui. Monsieur Lépine, c'est juste pour clarifier l'histoire des demandes de révision ici. Nous, si un contribuable est au comptoir, puis il dit que l'évaluation, il y a un problème avec, on le réfère à la MLC. Oui. Okay? Si on reçoit un écrit d'un contribuable, on va accuser réception, mais en même temps, on va vous transférer. Je ne pense pas qu'on dresse une liste des gens qui en font la demande. C'est plutôt leur remettre le formulaire ou les aviser. De nous appeler. Oui, de vous appeler. Je ne voudrais pas laisser l'impression qu'on dresse une liste. Là. Ceux qui appellent. Ça ne s'est jamais fait à ma Non, connaissance. non. Ceux qui appellent. Ceux qui appellent, on les réfère à la MRC. On leur donne le numéro, les coordonnées de la personne à qui ils doivent parler. Donc, certain que il y a toujours lorsqu'on traite une demande de révision, je disais tout à l'heure, je suis un professionnel, si j'ai des correctifs à apporter, je vais l'apporter. Puis, même si je m'entêterais à défendre une valeur qui est indéfendable, il y a le processus ultime qui est le tribunal administratif. Ça arrive rarement, ça peut arriver une fois par année, où on ne s'entend pas vraiment pas avec le citoyen. À ce moment-là, il y a un juge du tribunal administratif du Québec qui tranche la valeur au besoin. Ça arrive peut-être une fois par 3 ans, une fois par 6 ans. Non, c'est ça. Fait que, en général, le dicton, c'est en se parlant qu'on se comprend. Fait que dans le processus de téléphone ou de demande de révision, on corrige l'ensemble des dossiers.
Oui. Les unités de voisinage, est-ce que d'habitude ça reste assez stable? Donc on sait, OK, voilà les unités de voisinage, et d'habitude ça reste comme ça Oui. pendant des années. Oui, oui. À moins qu'il y ait un événement déclencheur, je ne sais pas, il y aurait un bout de rue qui n'était pas desservi par le réseau d'aqueduc et d'égouts, vous le prolongez. Ah, OK. Là, je vais changer mon redécoupage de voisinage. Un changement de zonage, je ne sais pas si c'était un secteur zoné résidentiel. Oups, il y a 2-3 maisons que vous extensionnez commercial. Je vais redécouper mon voisinage. Ou encore, je ne sais pas, j'avais un voisinage, c'était des maisons des années 2005 puis des années 95. Puis là, je m'aperçois que la première section construite des années 95, le marché ne réagit pas tout à fait comme le secteur des années 2005. Je vais peut-être dire, ben là, je pense que je dois faire une démarcation entre les années 95 et les années 2005. Des fois, le marché nous aide à réfléchir. On parlait tout à l'heure de force économique, là. Ça, c'est à partir de transactions qu'on peut revoir des fois. Mais à 99 quand on ne change pas les outils de voisinage. Vous avez parlé du fait que tous les 9 ans, vous devez faire comme le tour. Est-ce qu'il y a une distinction entre ça et l'évaluation? Donc, par exemple, l'année prochaine, vous arrivez chez moi parce que c'est le temps pour mon visite, vous regardez la maison et vous constatez que, mon Dieu, son dossier n'était pas du tout à jour, il avait fait toutes sortes de rénovations pour vous. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez la possibilité ou même l'obligation de revoir l'évaluation de la valeur Tout à fait. de la maison? Tout à fait. Tout de suite, tout de suite? Tout de suite, tout de suite. Ah, OK. On vous imprime un compte de taxe dans votre maison, puis on vous le donne dessus. Et donc, ça veut dire qu'au cours des années, qui peut recevoir quelque chose qui dit... Mais tu sais, certains qui sont rentrés dans la maison, puis la cuisine a été rénovée, on ne fera pas nécessairement un compte de... on va pas nécessairement refaire la valeur. On va attendre au prochain rôle triennaux. Mais là, s'il y a la cuisine, il y a la salle de bain, il y a un revêtement de plancher, là s'il y a plus qu'un élément, là, on se dit, ben là, écoutez, là, c'est comme... Je pense qu'il faut agir tout de suite. Mais vous avez essayé de le faire à la valeur de 2018 quand même? Toujours. OK, maintenant, la valeur, c'est maintenant ça, mais il faut qu'on recule il y a 3 ans, si le travail était là. Oui. OK. Oui. Oui. C'est plus pour le taxe, mais on va prendre le travail qui a été fait, on va le mettre dans l'année 2018. Mais même s'il y a une maison qui se construit cette année, mettons qu'il y a une construction neuve cette année, on va se poser la question, combien qu'elle aurait coûté à construire, pas en 2020, mais en 2018. Pour être équilibre avec... Toujours l'équité, toujours l'équité. OK, c'est très intéressant. Une photo dans le temps, économique, le point de référence, C'est certain que, autrefois, on dit toujours l'évaluation municipale, c'est toujours en bas de la valeur marchande. C'est souvent la réaction des gens. C'était vrai quand le marché... c'est encore vrai peut-être, mais il y a eu des années où le marché immobilier augmentait de 10 par année. Certains qui ont déposé un rôle avec un marché immobilier de 18 mois avant, ben 10 par année, ça veut dire qu'on déposait un rôle avec une maison de 300 000, mais elle valait déjà 345 000. Là, c'est certain que l'augmentation est moindre. Puis la troisième année du rôle, en 2022, là, on est... Elle valait 390 000, puis elle était au rôle encore à 300 000. On est encore en 2018, mais on est en 2022 parce que le rôle est aux 3 ans. Comme il y a un citoyen de Sutton qui nous a appelé la semaine passée, il dit à Montréal, c'était toujours en bas de l'évaluation municipale. Ma maison, oui, ma maison, elle vaut bien plus que 750 000, mais ça n'a pas d'allure que vous l'évaluez à 750 000, parce que l'évaluation municipale, c'est toujours. Là, il faut y expliquer que, à Montréal, ils travaillent avec la même loi, mais pas moins que le marché, dépendamment le marché immobilier, comment il réagit à Montréal, c'est certain que si je suis d'un secteur haut de Montréal, ça se peut que je sois évalué à 500 000, que la maison vale 700 000, mais
en théorie, quand je dépose un rôle d'évaluation, il n'y a pas plus que 18 mois en retard en termes de marché immobilier. Là. Mais on peut finir la rencontre et je peux... C'est juste parce que j'ai entendu parler qu'il y a les unités de voisinage ici et là à Sutton qui a subi une hausse beaucoup plus élevée que la moyenne. L'augmentation moyenne de 8%. OK. Est-ce que vous êtes dans mesure de commenter de ça? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous avez... J'essaie de penser à un J'essaie de penser à un secteur en particulier qu'on aurait augmenté plus. C'est quel secteur tu parles? Non, c'est juste en général, parce que c'est Non, une moyenne peut cacher toutes sortes de... Certain qu'un secteur peut augmenter de 8, puis un autre secteur à côté de 12, puis un autre secteur de 6. Là. Mais dire qu'un secteur a augmenté de 25 je me souviens pas. Je me souviens pas vraiment, là, tu sais, dire, là, wow, tu sais, il y a cette transaction. Parce que, tu sais, avant d'augmenter de 25 dans le secteur donné, il faut que j'aie beaucoup de transactions, là. Tu sais, plus qu'une. Là. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tu sais, si tu vois une transaction, tu peux dire, ben, un hirondelle, tu sais, une expression en français, un hirondelle ne fait pas le printemps. Oui. Mais là, quand on a plusieurs transactions, là, on y va, mais habituellement, on est assez conservateur. Tu sais, on va dire, ben, il a payé trop cher, mais là, si c'est l'ensemble de la rue qui a payé trop cher, ben là, on va dire le marché est rendu là. Mais dans le cas de Sutton, j'ai pas de souvenir que vraiment, il y a un coin là, vraiment que ça a explosé. Merci. Dernière question. Oui. Ouais, moi, c'est juste un point de qualification, peut-être de compréhension, si vous voulez. Chose qu'on vit de façon quotidienne durant la période de taxation, d'envoi de taxation des comptes de taxes. Les gens vont appeler à la MRC, parler à M. Lépine, il va y arriver que des jours avant qu'ils viennent payer leur compte, vous êtes entendu que oui, soit il y a eu une erreur ou, en tout cas, il y a une entente qui arrive. Nous, le contribuable arrive et dit, Marc Lépine me l'a dit, comment ça se fait que c'est pas fait. Moi, ce que j'aimerais apporter comme précision, c'est que dans le temps qu'il y a une entente avec M. Lépine, le temps que son équipe fasse la mise à jour du rôle, qu'elle arrive ici à la ville de Sutton puis qu'elle soit traitée, il y a un délai. Donc, ce n'est pas un automatisme parce que Marc Lépine me dit, ou un de ses collègues, que la ville de Sutton fait des ajustements. C'est juste ça. Juste ajouter là-dessus aussi, payez vos taxes quand même. Si vous avez une entente avec nous, vous allez avoir une rétribution de taxes par la suite. Il y en a qui pensent que vu qu'on a une entente, j'ai pas à payer ça parce que ça va être moins, mais ça c'est pas une bonne façon de faire. Payer, puis vous allez avoir un remboursement par la suite. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, par contre, Suzanne, c'est que quand on fait une entente, quand il y a une entente, on envoie ce qu'on appelle une correction d'office aux citoyens. Est-ce que on pourrait vous envoyer une copie conforme de la correction d'office, au moins qu'il y ait une petite lumière qui s'allume, qu'il y a un processus en cours, là? Oui, ça allume à cet effet-là, mais on ne peut pas les traiter tant non, je comprends. pas de certificat de mise à jour. Parce que quand on fait des mises à jour, c'est pas dossier par dossier, tu sais. C'est regroupé. On va traiter, mettons, que ce soit des permis, des subdivisions, des changements de propriétaire. On peut une fois par 2 mois, peut-être, ici, là. Oui. Fait que on y va en batch, que ça peut prendre un mois, ça peut prendre des fois 1 mois et demi avant que la municipalité reçoive les correctifs de notre part. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Lépine, même pour notre administration? M. Vallée? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie d'avoir éclairé nos. Merci.